Et salut tout le monde! Alors, chose première, chose due, donc je vous fais enfin la vidéo sur la construction de ma maison, tous les problèmes qu'on a eu, toutes les étapes, le procès, enfin je vous raconte tout. C'est une vidéo qui va être longue, mais longue, je le sens bien. Donc je pense qu'il est temps de boire un bon café pour se détendre un peu parce que j'ai pas mal de choses à dire. Je ne fais pas du tout cette vidéo pour me plaindre, d'ailleurs je ne me plaindrai pas. Je fais cette vidéo vraiment pour informer, enfin pour voir tous les recours qu'il existe possibles, si ça peut aider quelqu'un à ne pas tomber dans le piège comme ça a été le cas pour nous. Dans la première partie, je vais vous raconter l'histoire en fait étape par étape en vous marquant les dates, parce qu'en fait pour que vous rendiez un petit peu compte, parce que les travaux ont commencé en octobre 2017. Là, on est en avril 2020, donc ça fait 2 ans et demi et la maison n'est toujours pas finie. Dans une deuxième partie, je vais vous parler des frais engagés, tout ce qu'on a dû payer. Je vais pas vous parler de montant, mais juste des frais engagés. Et dans la dernière partie, je vais vous donner quelques petits conseils qui m'ont été utiles au final pour se protéger. Enfin, si je les avais su avant, il y aurait eu beaucoup moins de soucis, évidemment. Donc voilà, si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. En revanche, ne venez pas me demander conseil, je ne suis pas du tout une professionnelle, je suis juste une victime. Il risque de m'échapper quelques insultes à l'encontre de l'entrepreneur, vous m'excuserez d'avance. Et les termes utilisés ne seront certainement pas corrects étant donné que je n'ai pas fait de droit. Donc en fin 2015, en fait, avec mon chéri, on décide d'acheter une maison. Nous, on voulait à la base une maison déjà construite, pour pas justement avoir tous ces problèmes de construction, cette perte de temps en fait au final, et puis il y a pas mal de maisons à rénover, donc on trouvait que l'idée était beaucoup plus sympa. Mais le problème, c'est que on a été à la banque, on a été calculer notre budget, on ne voulait pas payer plus de temps par mois en fait dans le crédit, parce qu'on ne voulait pas manger des pâtes pendant 25 ans. Même si ça passait, nous, on voulait quand même avoir l'occasion de se faire plaisir. Nous, on ne veut pas du tout une grande maison. Ce n'est pas du tout le but. Mais les critères principaux, c'était un terrain. Le lieu, ça va, on avait quand même pas mal de marge. Mais il nous fallait absolument un grand garage pour que mon chéri puisse bricoler, parce qu'il bricole énormément. Mais le problème, c'est que chez nous, les maisons sont excessivement chères. Et on n'a strictement rien trouvé dans notre budget. Soit c'était des maisons mais complètement délabrées, donc du coup, même avec notre budget pour la rénover, on n'avait pas les moyens. Et sinon, il y avait déjà des maisons assez propres, soit il n'y avait pas de garage, soit il n'y avait pas de terrain, enfin bref, on n'a vraiment pas trouvé notre bonheur, mais du coup, on a dû partir en fait sur une construction, donc acheter un terrain et faire la construction, ce qu'on ne voulait pas au départ. Ensuite, mon chéri est plombier et très bricoleur, il touche à tout, donc à tous les postes, ça c'est pas un souci. Mais il ne voulait pas en fait mettre les mains dans la maison, il voulait une maison clé en main. Et puis bon, on s'est dit qu'avec un entrepreneur qui nous faisait une maison clé en main, ça allait être beaucoup plus facile en fait à gérer. On a les clés, on y habite et puis c'est réglé. En 2016, on décide de chercher un entrepreneur parce qu'on avait déjà notre budget. On savait le budget total, l'enveloppe totale qu'on avait. Donc il nous fallait en fait qu'on sache quel montant allait nous coûter la construction à peu près pour savoir le montant du terrain qu'on pouvait se permettre. Donc là on rencontre un homme de mon âge à peu près, peut-être un tout petit peu plus vieux, très sympathique, très charmant. En plus c'était quelqu'un qui avait vécu dans le quartier juste à côté du mien quand j'étais petite. Donc il connaissait toute ma famille, il connaissait très bien mes frères, moi je le connaissais de vue en fait, et il semblait être quelqu'un digne de confiance. Ensuite on a été se renseigner auprès des fournisseurs, on a essayé de voir du bouche à oreille si quelqu'un avait entendu parler de lui, en bien ou en mal, et on n'avait que des retours positifs. On a même été voir une maison qu'il était en train de construire, elle était nickel. Donc on s'est dit banco. En plus le gars, il nous orientait bien sur le dessinateur, sur les choses à faire, à pas faire, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas quand on fait une construction. Beaucoup, et du coup il nous a bien aiguillés. Fin 2016, on trouve un terrain qui nous convient. Donc en plus c'était génial, c'est à quelques kilomètres de mon village. Il est rectangulaire, plat, il y a juste
une grosse descente en fait pour atteindre le terrain, mais ça c'est pas du tout un souci. Mais le terrain il est super beau, donc rectangulaire, avec une jolie butée en fait sur le côté. Je voyais déjà ma cabane de jardin en fait. Enfin bref, un terrain où il sentait bon vivre, où je m'y sentais vraiment très bien. Mon chéri pareil, donc c'était vraiment parfait. Donc de là, on va revoir, on signe le compromis de vente, on va voir les banques. Entre-temps, le taux, il a baissé, donc on a pu augmenter le montant de la construction. Ça, c'était génial. Bref, tout se passe super bien. C'est un petit peu long, mais au final, on n'est pas super pressé, donc ça allait quoi. Donc tout le début de l'année 2017, ça a servi donc à faire tous les papiers, à choisir les matériaux, à faire les plans définitifs en fonction du terrain. Nous, à la base, on voulait vraiment une petite maison, donc avec 2 chambres, un grand salon cuisine, une salle de bain, un cellier et un toilette. Mais le plus important, c'était le garage. On voulait un grand garage, donc on a fait un garage de à peu près 30 mètres carrés. Donc septembre 2017, on a obtenu le permis en août et en septembre, donc du coup, on a signé la vente définitive du terrain. Donc là, je vous explique même pas la joie, c'était le top. Donc septembre, on discute encore avec l'entrepreneur pour mettre les choses en place par rapport à quand est-ce qu'il est disponible. Patati, patata, il avait quelques chantiers en cours. Là, les ouvriers revenaient de vacances. Donc, en fait, il nous a calé entre 2 maisons, si vous voulez. Il fait plusieurs chantiers à la fois, ce qui est normal. Et du coup, les travaux ont commencé en octobre 2017. Voilà, donc ils ont creusé les fondations, ils ont coulé les fondations, ils ont coulé la descente. Tout se passait super bien. Donc arrive mars-avril 2018, la maison, en fait, elle était hors d'eau, hors d'air. Donc il y avait les fenêtres, le toit, les portes et tout, la chape, l'électricité, la plomberie. Et il restait vraiment à faire plus que les finitions. Donc on s'est dit, ouais, dans 2 mois on déménage, c'est génial, patati, patata, le top. Mais en y regardant de plus près, on voyait des petits détails, des petites malfaçons. Donc la fenêtre un petit peu tordue, un petit peu décalée. La plomberie, pour la clim, ils n'ont pas mis le bon tuyau. La chape, elle n'était pas géniale. Ils n'avaient pas fait en fait les rebords avec de la mousse polyuréthane pour bien isoler la maison. En fait, si vous voulez, la chape et la dalle, enfin non, la chape, elle arrivait directement au mur en briques. Donc du coup, pour la RT 2012, ça n'allait pas. Plein de petits détails qui faisaient que c'était réparable, il n'y avait pas de souci. Donc ensuite, on arrive, on regarde le toit. Le toit, il y avait un gros problème. Donc déjà, les tuiles étaient mises toutes tordues. Donc on s'est dit, non, ça c'est pas joli, j'ai pas envie de voir mon toit comme ça, et puis merde, je paye une maison neuve, je veux qu'elle soit quand même propre, un minimum. Je suis consciente qu'elle sera pas parfaite, mais quand même. Et puis au niveau du porche, en fait, il avait pas fait la poutre et le poteau pour se tenir le poids. On l'appelle, on fait, oh, ça craint un peu ça, non? Le toit, il va pencher s'il n'est pas soutenu, parce que du coup, l'armature, elle a pas été faite pour. Non, ne t'inquiète pas, j'ai appelé le constructeur de la charpente, il a dit qu'il n'y avait pas de problème, patati, patata. Oh, d'accord. Bon, on te fait confiance, hein, tu es un professionnel. Mais bon, on lui a dit, mais par contre, fais quelque chose pour les tuiles, parce qu'elles sont toutes perdues, c'est dégueulasse, quoi. Fais quelque chose. Oui, pas de problème, patati, patata. Et puis mon chéri, qui est très paranoïaque, il descend dans le vide sanitaire. Il descend dans le vide sanitaire, et en plus, le vide sanitaire était très peu profond. Il aurait dû être un peu plus élevé, on va dire. Si vous voulez, pour la chape, pour les fondations, il pose des poutrelles, et après, il coule la dalle dessus. Et là, il s'aperçoit qu'il y a une des poutrelles qui est cassée. Elle s'est cassée, et ce qui a dû se passer, en fait, c'est pendant qu'ils ont coulé le béton liquide, elle s'est pétée. Ce qui arrive, ce sont des choses qui arrivent, une poutrelle défectueuse ou quoi que ce soit. Mais bon, le truc, c'est qu'on arrête les travaux, on répare, et après, on recoule. Donc, mais là, ça faisait 3 mois que ça avait été coulé la maison, elle était presque terminée. Donc là, c'était impossible de revenir en arrière. Moi, quand il me montre les photos, j'ai dit, c'est quoi le souci? Parce que là, je comprends pas, je suis pas du tout du métier. Il me dit, tu vois toutes les armatures en fer qui sont à l'œil nu, en fait? J'ai dit, ouais. Il me dit, ça peut rouiller, ça peut casser. Il a dit,
c'est sûr que la maison, elle est légère et tout, ça va pas casser. Elle dit, mais c'était la moindre des choses de nous dire le souci. Donc, il va falloir absolument faire un petit renfort. J'ai dit, non, mais là, où on s'en va? Là, ça commence à faire beaucoup. Il me dit, oui, je sais, mais bon, à un moment donné, on va discuter avec lui, et puis, s'il fait pas ce qu'il faut, on fera ce qu'il faut. J'ai dit, d'accord. Donc là, de suite, il y a le cerveau qui vrille, on commence à être pas bien, on s'est dit, purée, c'est l'investissement d'une vie, la maison, elle est dégueulasse, est-ce que ça va partir en vrille? On était, mais vraiment complètement perdus. Donc, on essaye de discuter avec lui, il nous dit, oui, oui, non, t'inquiète, oui, je sais, j'ai oublié de vous le dire. Bien sûr, ça fait 3 mois. J'ai oublié de vous le dire, mais on va faire un renfort. Bon, on a dit, bon, d'accord, y a pas de souci. Et puis un jour, je monte avec mon frère au village, en fait, enfin à la maison, qui est électricien. Oui, je sais, j'ai beaucoup de gens qui sont du métier dans mon entourage, mais on a fait appel à un entrepreneur, oui, je sais. Et puis, il démonte une prise, en fait, un interrupteur. Et là, il voit que les dominos, enfin, je sais plus les termes exacts, en fait, ils étaient directement dans la laine de roche et pas dans la boîte. Et il me regarde, il fait, mais ça, c'est dangereux. Il a dit, s'il y a une étincelle, la laine de roche, elle prend feu. J'ai dit, non, c'est pas possible. Ah, du coup, je l'appelle, je deviens folle. Oui, 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 je te promets, on va faire les choses comme il faut, il n'y a pas de problème, nanana. D'accord? Donc là, on arrive début avril, il me semble. Et puis le lundi de Pâques, on était avec ma famille au village. Et puis on décide tous de descendre. Donc il y avait mon frère, ma sœur, ma mère, nous. Et les ouvriers, ils travaillaient en lundi de Pâques. Bon, ok. Après, il n'y a pas de souci. Donc on attend qu'ils finissent. Et j'étais assise, en fait, si vous voulez, devant la maison. Et je regarde le toit, comme ça, au niveau du porche. Et le toit, il fait ça. Bon, j'exagère, hein, évidemment, hein, c'est vraiment discret. Hein. Je regarde mon chéri, je fais, non mais tu as vu le toit? Il me dit, oui, il est moche. J'ai dit, non mais il penche. Il dit, oui, j'ai vu, je te l'ai pas dit, mais oui, j'ai vu, je voulais pas te contrarier. Si on achète une maison et que dans 5 ans, en fait, la maison, elle est dégueulasse, j'ai dit, c'était quoi le but de faire construire une maison neuve? J'ai dit, non, 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 il n'y a pas moyen. Donc, dans le courant d'avril, on fait appel, en fait, à un expert conseil. Un expert conseil très réputé, qui fait partie, qui est aussi expert judiciaire pour le tribunal de grande instance. Donc on s'est dit, en plus c'était le père d'une connaissance à mon chéri, on s'est dit, là au moins il n'y a pas de risque. Donc on l'appelle, on lui montre la maison, il me dit, oui en effet, là ça va pas, hein, ça va vraiment pas. Hein. Et il me dit, mais en plus cet entrepreneur, je le connais pas. Il me dit, il n'y a jamais eu de souci. Donc nous, qu'est-ce qu'on pensait? Qu'il y avait juste eu une erreur sur notre maison. Oui, une accumulation d'erreurs, mais c'était que pour nous, donc on s'inquiétait pas plus que ça. Et du coup, l'expert disait, bon, écoutez, on va le convoquer, on va essayer d'arranger les choses à l'amiable, on va faire ce qu'il faut. Donc, on a rendez-vous sur le chantier, donc évidemment, on a dû s'absenter énormément de fois du travail pour pouvoir aller sur le chantier. Parce que bon, on ne peut pas demander à un expert ou à l'entrepreneur de venir le week-end. Bref, tout ça aussi, c'était des complications. Donc on monte, oui, c'est vrai qu'il y a quelques petites anomalies, on va réparer ça, il n'y a pas de problème, patati, patata. J'ai dit, ouais, super, il a eu peur de l'entrepreneur, nickel. Mais entre-temps, en fait, ce qui s'était passé, c'est que le lundi de Pâques, en fait, on avait été choqués parce qu'on lui avait demandé d'arranger le toit. Et en fait, les ouvriers étaient en train d'enlever toutes les tuiles qui restaient, tout le matériel en fait pour le toit. Pour eux, c'était terminé. C'est là qu'on s'est vraiment inquiété et c'est là qu'on a fait appel à l'entrepreneur. En fait. On fait confiance à l'expert, il n'y a pas de problème, on continue. La semaine qui suit, en fait, on voit qu'il reprend quelques petits travaux, donc on est super content. Bon, bien qu'on soit en froid, parce que du coup, ça lui a pas plu, il a été... Bon, après, en même temps, à un moment donné, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et puis bon, je suis désolée, un investissement de 25 ans, on va pas laisser faire les choses comme le monsieur a envie de faire, quoi, il faut pas déconner. Donc, tout se passe bien. La semaine, on voit qu'il prend quelques petites finitions, il arrange quelques trucs de plomberie, quelques trucs d'électricité, nickel. Donc là, on était contents, on a fait, ah ouais, c'est bien. Et puis à la fin de la semaine, le week-end, il nous envoie un mail pour un déblocage de fonds pour en fait les travaux de finition.
Et là, je dis, je vais demander à l'expert pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, je demande à l'expert et l'expert me répond de lui répondre. Pour toute demande de déblocage de fonds, ça se fait par le biais de l'expert. De là, donc je lui réponds ça. De là, monsieur, il a quitté le chantier. Il a débarrassé tous les matériaux, tous les engins, tout. On arrive le lundi matin, il n'y avait plus personne sur le chantier. Donc en fait, ça c'était en mai quand on a fait faire le constat d'huissier, l'expertise, tout ça. Tout ça évidemment à nos frais. Donc en septembre 2018, ça fait presque un an en fait que la maison en fait elle a démarré. On fait appel à un avocat parce que bon, l'expert n'a pas réussi à obtenir quelque chose de l'entrepreneur qui est devenu complètement un fantôme. Donc voilà, on n'a plus le choix, on est obligé de partir en procédure. Donc là, le but du référé, c'est de faire une procédure rapide pour qu'on puisse en fait réattaquer les travaux au plus vite. Voilà, parce que le but c'était de pas partir dans une procédure qui dure 10 ans sans maison. Ça aurait été impossible à gérer et puis je vous avoue que moralement aussi c'était impossible. Pas possible, il n'y avait pas moyen. Donc décembre 2018, on a le résultat en fait du référé. Le tribunal mandate un expert pour faire une expertise judiciaire. Au début de l'année 2019, donc beaucoup de rendez-vous, ça a pris 2-3 mois en fait, même plus il me semble, avec beaucoup de rendez-vous avec l'expert pour évaluer l'état des travaux. Donc on a dû décortiquer les devis pour savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été mal fait, pour évaluer le montant des reprises en fait. Ensuite, on a dû pleurer auprès de l'expert pour qu'il répertorie en fait tous les postes et notamment le toit, parce que pour nous, le toit c'était le poste le plus important. D'un, il était tordu, donc il fallait le refaire. De deux, il futait de tous les côtés. Quand on était dans le garage, en fait, dès qu'il pleuvait, on voyait toutes les auréoles en fait au plafond parce qu'il n'y avait pas de protection. Enfin, il n'y avait pas de placo. Il y avait le toit en fait à visu. On s'est dit non, mais c'est pas possible. Là, s'il nous manque le budget du toit, on va pas s'en sortir. Comment vous voulez qu'on gère de se faire refaire un toit tout seul? Pour nous, dans notre tête, un toit, ça coûtait 20 000 balles, quoi. Donc on s'est dit, mais on les a pas, on va jamais gérer. Même les sous qui nous restent, on ne va pas pouvoir faire la reprise du toit. Et en fait, là, tout ça, c'est pour rien. Qu'est-ce qu'on s'en fout? La chape, ça coûte 1 500 €. Au pire, la chape, on la casse, on la reprend à nos frais, il n'y a pas de problème, quoi. Mais le toit, c'était un poste vraiment trop important pour nous. Donc du coup, on s'est un petit peu disputé avec l'expert en disant « Ouais, ben c'est pas grave, on finira pas la maison, mais au moins le toit il sera fait. » Et là, du coup, il s'est dit « Non, mais ne le prenez pas comme ça, on fait comment ça? Vous voulez pas qu'on le prenne comme ça? On achète une maison neuve, une construction neuve, mais le toit il est dégueulasse, et là, vous voulez pas le compter dans les reprises. » On s'est dit « Non, c'est pas possible. » Donc du coup, moi j'ai pété un plomb, j'ai commencé à pleurer en fait, de nerfs, et je tremblais comme ça. Le gars, il a bien compris, il a dit « Bon, non, mais calmez-vous, je comprends, bon, on va refaire un tour sur le toit et tout. » Et il regarde bien, il a dit « Oui, là, en effet, il va falloir refaire tout enlever pour remettre le poteau pour que le toit il soit uniforme, en fait. Et pour pas que dans 5 ans, il y ait des problèmes de structure. » Donc, arrive l'été 2019. Donc, l'expert rend son expertise judiciaire à l'avocat, l'avocat l'envoie au tribunal. Et moi, en fait, j'harcelais l'avocat en me disant « Est-ce qu'on peut reprendre les travaux? Est-ce qu'on peut reprendre les travaux? Est-ce qu'on peut reprendre les travaux ?» Je le saoulais, vraiment, je le saoulais. Mais en même temps, il faut me comprendre, là, ça faisait presque 2 ans, en fait, que les travaux avaient débuté. Donc, vous imaginez bien que j'étais un petit peu à bout et que voilà, quoi, je voulais pas que ça traîne. Je la veux, cette maison, je la veux. Bon, on va l'appeler Désirée, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je la veux, je veux vivre dans cette maison. On paye des frais intercalaires, on a tout fait bien comme il fallait, on a été honnête. Donc du coup, l'avocat nous dit début d'été 2019, il nous dit c'est bon, vous pouvez attaquer les travaux, on a l'expertise judiciaire. L'expertise judiciaire n'est pas contestable, surtout que l'entrepreneur a fait complètement le mort. Il n'a même pas pris la peine de prendre un avocat, de se rendre au tribunal, de récupérer les recommandés à la poste. Bref, vraiment un margoulin, mais en plein, quoi. Donc, durant l'été 2019, mon chéri a refait pas mal de travaux. Donc, il a refait toute la plomberie, toute l'électricité, il a cassé la chape,
il a mis les barreaux aux fenêtres, il a redressé les fenêtres, bref. En fait, il s'est retapé la maison et du coup, au final, il va nous rester par un autre entrepreneur. Il faut qu'il défasse le toit, qu'il fasse la poutre, le poteau et après, faïence, carrelage, parquet et la maison est habitable. Vraiment très proche de l'entrée scolaire de l'année 2019, en septembre, y a mon frère qui m'appelle, qui me dit le bureau de ton entrepreneur, c'est devenu un salon de tatouage. Donc du coup, ce qu'on fait, on essaye de se renseigner parce que auprès de ses amis, de sa famille, de plein de monde, et on apprend en fait que le gars, il avait planté les chantiers en cours, en fait, et qu'il allait se barrer, sa femme aussi allait se barrer avec les gosses à Montréal. Là, on panique parce que jusqu'à présent, en fait, ce qu'on avait fait, c'est que on n'avait pas fait de bruit. On en avait parlé à quelques personnes, on s'était renseigné, mais on ne voulait pas, parce que pour nous, on était un cas isolé, donc on ne voulait pas faire de bruit. Nous, l'essentiel, c'était que l'entreprise reste viable pour qu'il puisse nous payer les frais de reprise. J'ai dit, il peut pas faire ça. J'ai dit, s'il se barre, on est mort. J'ai dit, jamais on va récupérer nos sous. J'ai dit, on est foutu. Donc, mon chéri me dit, regarde, fais un post Facebook. J'ai dit, d'accord. Donc, je fais un post Facebook avec son nom, avec toute l'histoire, en fait, avec le fait qu'il s'en va en Montréal, avec elle, avec ses gosses, tout. Et là, on a des partages. Je crois qu'on a été partagé plus de 1000 fois, juste sur la région. Donc, le gars a grillé. Et le gars grillé. Et là, on récolte plein de témoignages. Il y avait plein de familles dans notre situation. C'est quoi ce bordel? J'ai dit, on n'a jamais rien entendu. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, Aki avait réceptionné la maison, mais il n'avait jamais signé la fin de chantier. Donc, du coup, la garantie décennale ne pouvait pas fonctionner sur les malfaçons parce qu'il y en avait partout. Mais c'était des malfaçons cachées qui ont apparu bien après. Il y a une famille, c'était leurs amis intimes. Et leurs amis intimes, lui, devait être le parrain des enfants. Il leur a fait débloquer tout l'argent et il s'est barré. Et c'est horrible. Cette famille, donc un couple avec 3 enfants, eux, c'est vraiment la pire situation qui puisse arriver. Ils n'ont plus d'argent à débloquer, ils n'ont plus d'argent pour finir les travaux, pour rendre la maison habitable. Franchement, c'est horrible ce qui leur arrive. Nous, à la limite, on n'est vraiment pas dans la pire des situations. Il nous reste de l'argent à débloquer, on a un toit sur la tête. Vraiment, on n'est pas lésé. Et il faut dire vraiment la vérité, on n'est vraiment pas dans la pire des situations. Là, mais c'est dégueulasse, quoi. Le gars, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est vraiment un gros connard. Non, c'était horrible. Vraiment, vraiment horrible. Et en plus, c'est que des gens aux alentours de chez moi qui finalement, je les connaissais de vue parce que bon, on vit dans une petite ville. Donc du coup, on s'est tous connus à l'école, on a tous le même âge. C'est vraiment quelque chose qui m'a crevé le cœur, en fait. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait au moins 6 ou 7 familles. Donc c'était horrible. À ce moment-là, il était horrible. Donc on poste, on récolte des témoignages, on notifie tout. Tout, on notifie tout, les numéros, les noms. On essaye de voir avec ceux qui peuvent porter plainte. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est l'empêcher de partir. On voulait l'empêcher de partir, qu'il soit assigné à résidence, en fait, pour pas qu'il s'en aille, quoi, parce qu'une fois qu'il est parti, il faudra le retrouver, le procès et tout le reste. Donc c'est un calvaire. Déjà qu'il fait le fantôme maintenant, mais alors s'il est parti, merci. Donc j'ai fait le post le vendredi soir. Le lundi matin, vers 10h, je reçois un coup de téléphone. Je réponds, c'était les gendarmes. Je dis, oui. Il me dit, oui, bonjour, je vous appelle parce qu'il y a quelqu'un qui a porté plainte contre vous pour diffamation sur un post sur Facebook. Ah, j'ai fait, ouais. J'ai fait, je suis là, j'ai dit, bon, après tous les faits que j'ai dit étaient des faits réels, hein. Alors, en aucun cas, j'ai fait de la diffamation, hein. J'ai dit, ouais, pas de problème. Il me dit, oui, j'aimerais vous rencontrer pour vous entendre. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème, j'arrive. Il me dit, non, je suis pas disponible, on se donne rendez-vous mercredi après-midi. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème, mercredi après-midi. J'ai dit, à quelle heure? J'arrive. J'ai dit, je vais me faire entendre. Le gars,
Donc le dimanche, il est allé porter plainte, il a été pleurniché à la gendarmerie, de là où il habite, avec son frère, en pleurs. Le gars, il pleurait. Le gars, il pleurait parce que je l'ai grillé dans toute la ville. J'ai dit, mais c'est pas possible, le gars, il pleure, alors que nous, on est tous en galère, et lui, il pleurniche parce qu'on l'a grillé. J'ai dit, faut pas déconner, là. J'ai dit, il faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est le monde à l'envers. C'est horrible. Donc, on discute avec le gendarme, on raconte notre histoire, patati, patata. Donc, il nous dit, vous avez bien fait. Franchement, vous avez fait ce qu'il fallait. Oui, merci. Mais bon, en attendant, il a quand même, parce qu'il a porté plainte à mon propre nom, pas à celui de mon compagnon, parce que mon Facebook personnel est à mon propre nom. Et là, il me dit, bon, mais par contre, il faut prendre des photos des empreintes. Je lui dis, Joël, je me dis une blague. Je dis, c'est lui le criminel et c'est moi qu'on va ficher. J'ai dit non. J'ai dit, non, je suis pas d'accord. J'ai dit, lui, on lui a pris ses empreintes et les photos. Il me dit, ben non, c'est le plaignant. Je dis, mais vous déconnez ou quoi? Ça fait combien de temps que nous, on a porté plainte et que monsieur, il a strictement rien eu? Il me dit, oui, mais là, par contre, si vous faites pas ça, ça va vous se retourner contre vous. J'ai dit, non, c'est une blague. Il me dit, oui, je suis désolée, mais c'est comme ça. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, donc, photo, moi entière, profil, presque avec la pancarte, les tatouages et tout le reste. J'ai dit, non, c'est une blague. Il me dit, les empreintes aussi. Je fais, non, sérieux, les empreintes. Il me dit, oui, les empreintes. Je fais, en gros, je suis fichée, je suis morte maintenant. Il me dit, non, quand il n'y a pas de suite, on efface tout. Je dis, ouais, c'est ça. Donc, j'ai pris, j'ai fait ce qu'il fallait et tout. Donc, 10 jours après, le gendarme m'envoie un texto en me disant que le procureur n'avait pas donné suite à l'histoire, que j'aurais pas de soucis. Donc en tout, ça a pris 15 jours. Donc 15 jours pour que moi je sois entendue, pour que moi je sois relaxée et tout le reste. Et lui, ça fait plus de 2 ans qu'il a strictement rien eu. Donc ouais, voilà. La justice française est super courte quand ça les intéresse pour des petits délits, mais quand c'est des gros délits, c'est hyper long. C'est hyper long, et moi je pense que cette histoire, elle va durer au moins 10 ans. En septembre 2019, donc il y a un petit peu moins d'1 an, on a récolté tous les témoignages, j'ai été fichée par la gendarmerie, on a pu reprendre les travaux, et tout. On va voir l'avocat, on lui dit, ouais non mais maintenant on veut pas qu'il s'en sorte comme ça, il faut peut-être qu'on a eu le référé, peut-être qu'il va être condamné à nous payer une telle somme d'argent. J'ai dit, mais en attendant, j'ai dit, lui, il est tranquille peinard. J'ai dit non. J'ai dit, il n'y a pas moyen. Moi, je veux qu'il paye. Donc, de là, on enquête encore un petit peu. On appelle l'assurance décennale, qu'on avait déjà appelée au tout début des travaux. Et là, ils nous disent que, en fait, lui, il n'avait pas payé l'assurance décennale depuis octobre 2017. C'est-à-dire là où les travaux ont commencé, et qu'il a été rayé des clients, en fait, en décembre 2017. Non, ou en janvier 2018. Bon, vers là. Et du coup, on se retrouve, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas de garantie décennale. Donc, en fait, la livraison administrative des travaux, au final, elle ne sert strictement à rien. On ne peut pas faire appel à la garantie décennale, on est mort. Ben oui, on est mort. On n'a pas de garantie décennale sur la construction. Donc en fait, si demain on veut réparer, ce sera à nos frais. Si on veut vendre la maison, on sera obligé de baisser le prix parce que personne ne voudra acheter une maison qui n'a pas de garantie décennale. Donc pendant 10 ans, on est content. Donc là, ça fait beaucoup. On a dit, d'un, il nous a escroqués. 2, il nous a pris pour des cons. 3, il a fait du mal à beaucoup de gens. 4, il assume pas, parce que nous, la seule chose qu'on voulait, en fait, à la base, c'est qu'il assume et qu'il répare, tout simplement. Donc, on a porté plainte au civil et au pénal. Donc, civil, on porte plainte contre la société, et au pénal, on porte plainte contre lui. Parce que, il y a défaut d'assurance, donc il y a escroquerie à la personne, et ça ne rentre plus en compte du civil. Donc, en civil, c'était pour la reprise des travaux, et au pénal, c'était pour escroquerie, en fait. En décembre 2019, on reçoit le jugement du civil, en fait, du tribunal de grande instance. Donc, il est condamné à nous payer la somme totale, en fait, des travaux de reprise, plus des dommages et intérêts,
pour le manque de jouissance, pour les frais engagés, pour les loyers perdus. Enfin, une petite somme, c'est pas énorme, mais bon, si demain on l'obtient, on pourra finir la maison vraiment correctement comme on le veut. Parce qu'il y a certains postes, en fait, du coup, qu'on ne pourra pas faire, qu'on fera au fur et à mesure. Et ce sont des postes hyper importants qui étaient prévus à la base. Comme la façade, les volets, je suis pas sûre qu'on pourra mettre des volets. On fera ce qu'on peut. L'essentiel, c'est que la maison devienne habitable. Donc, septembre 2019, on dépose plainte. Janvier 2020, on est convoqué au commissariat. Donc, on raconte notre histoire. Et voilà, 3 mois. Parce que, entre-temps, en fait, quand on a porté plainte, j'avais écrit une lettre au procureur en essayant de l'amadouer un petit peu, en fait, pour pas l'amadouer, mais on voulait, en fait, qu'il fasse les choses rapidement, en fait, et qu'il assigne à résidence. Même s'il était déjà parti, on voulait que les choses accélèrent et qu'il s'en sorte pas si facilement, en fait. C'est ça qu'on voulait. On avait tellement une haine. Mon Dieu. Donc, tout le monde a porté plainte. Toutes les autres victimes ont porté plainte. Mais là, voilà. Donc là, aujourd'hui, on est en avril 2020 et rien ne se passe. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il va devenir, s'il a été entendu ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais vraiment pas où on en est parce que bon, évidemment, on est au courant de rien. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que la justice française est hyper longue, surtout pour des cas aussi graves. Parce que, comme je vous dis, nous, on n'est pas dans la pire des situations, mais la pauvre famille qui a 3 enfants, qui se retrouve sans rien, là, c'est un cas d'urgence pour moi. Pour moi, c'est un cas d'urgence, il devrait l'arrêter. Et moi, je pense que c'est un gars qui devrait être en prison. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il va rien avoir et qu'il va s'en sortir tranquille. Il va rien payer. Que vraiment, voilà. Moi, à l'heure actuelle, c'est ce sentiment-là que j'ai. C'est ce sentiment d'abandon de la justice et en fait, on s'est juste fait escroquer. Mais la chance qu'on a, on pourra finir la maison, on pourra la rendre habitable et voilà. Donc là, évidemment, le confinement, ça retarde les choses, mais on va dire que c'est pas la chose la plus grave du monde par rapport à certaines personnes. Donc là, on arrive dans la partie où je vous dis tout ce qu'on a dû payer. Je n'ai pas du tout les montants, juste tous les frais, enfin tous les postes qu'on a dû payer en plus. Donc on a dû payer l'expert conseil, le constat d'huissier, l'appel à un huissier pour le remettre la demande de reprise des travaux, l'avocat à plusieurs reprises, en gros pour la mesure en référé, la plainte au civil et la plainte au pénal, l'expertise judiciaire, encore 1 ou 2 factures d'huissier pour la remise des rapports, les frais intercalaires depuis le début en fait qu'on paye sur les frais qu'on a débloqués. Ça va, on peut gérer, mais du coup toutes nos économies ont disparu. Et je vous avoue que là, je sais plus trop s'il en manque ou pas en fait. Mais là, on a dépensé, on n'a plus d'économie. C'est facile, on n'a plus d'économie. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mes conseils. Alors, n'hésitez pas à contacter l'assurance décennale de votre entrepreneur pour savoir si il est bien inscrit chez eux, s'il est bien à jour. Bien que nous, on l'ait fait et que quand on l'a fait, en fait, il était à jour. Mais n'hésitez pas à le faire tout au long du chantier. N'hésitez pas à faire appel à un expert conseil. Ça sera des frais supplémentaires, mais ça sera une couverture pour vous. Il connaîtra logiquement si cet entrepreneur a déjà eu des problèmes de ce genre. S'il est du genre à réparer les problèmes, s'il y en a, ou à faire l'autruche. N'hésitez pas à prendre des assurances complémentaires. Faites appel à votre assurance et à votre banque. Ils vont vous conseiller. C'est important. Vous pouvez aussi prendre un expert conseil en fait pour la suivi des travaux. Du coup, il sera présent. Il va vous faire les choses vraiment en bonne et due forme pour que vous soyez couverts. Ils sont vraiment très bons dans ce domaine. Ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais au final, vous en serez gagnant. Vous pouvez aussi faire appel à plusieurs intervenants. Vous aurez moins de risques. Certes, les travaux vont être un petit peu plus longs, il va y avoir beaucoup plus de choses à gérer. Ça va vous coûter peut-être moins cher aussi, donc ça c'est pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas. Soyez présents sur le chantier, n'hésitez pas à y aller tous les jours, à montrer que vous êtes là, que vous vérifiez, même si vous faites semblant, même si vous ne savez pas, faites style que voilà. Vérifiez tout. Vérifiez les mesures, les niveaux, vérifiez tout. Après, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas dans le domaine, si vous n'êtes pas bricoleur, c'est des choses qui arrivent. Faites appel à un ami, à un membre de la famille, à quelqu'un
pour vous rassurer. Parce qu'au final, en fait, il y a beaucoup de monde qui ont peur de la construction, ce que je comprends d'ailleurs, ce que je ne comprenais pas à la base, mais ce que je comprends maintenant. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller sur les rénovations, mais parfois, quand on est comme moi, on est hors budget, donc, et c'est dommage du coup de passer à côté de la chance de sa vie au final, de construire quelque chose, parce que bon, au final, on travaille pour ça. Donc voilà. Moi aussi, j'aurais aimé faire une rénovation, mais pour le coup, on n'a pas pu. Et on n'a pas pu, on n'a pas trouvé quelque chose dans nos moyens. Mais voilà, c'est quelque chose que je regrette au final, parce que bon, après, mais on n'a pas eu le choix. Et il y a un truc aussi, je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'escrocs qui s'en sortent en fait. Et pourquoi ils font ça? Parce que j'ai demandé à l'expert, j'ai dit mais pourquoi ils font ça? Pourquoi il y en a autant? Ils nous disent parce qu'en fait, ils se disent que vous n'allez rien faire contre lui. Parce que les frais judiciaires coûtent énormément cher. Et du coup, beaucoup de gens sont limités et ne vont pas aussi loin. Et nous, on a risqué toutes nos économies pour qu'ils payent un jour, même si c'est dans 10 ans, on veut qu'ils payent. Donc en gros, ce sont des criminels qui ruinent des familles, qui ruinent des vies. C'est horrible, ce genre de personnes, ils méritent la prison. Mais la vraie prison, pas 3 mois quoi. La vraie prison. Faut pas déconner. Donc pour moi, la justice française est bien trop longue et je vous avoue que je suis complètement dégoûtée. Bon allez, ça m'a saoulée. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.